ministre va intervenir. Non, Marc. Oui, le langage nous joue des tours encore. Hein. Pour une séquence poétique qui va nous servir de transition, bien sûr, par rapport à la guerre et par rapport à l'enfer des camps, puisque à travers les poètes qui vont être évoqués, on va voir le passage possible et la sortie vers un ailleurs qui est la poésie. Merci donc pour ta présence ici. Merci, chère Patricia, cher public, chers amis. Alors, aucun lien avec Marc-Alain Waknin, qui est le fils du grand rabbin qui m'a fait faire ma bar mitzvah. À la question de savoir s'il est possible, ou même envisageable, après Auschwitz, d'écrire un poème, je vous propose de faire rentrer dans le champ de notre réflexion une citation de Paul Valéry, celui qui fut, en effet, le premier administrateur du CUM, voici 90 ans, écrivait, je cite, « Tout ce qui touche à la poésie est difficile. » Le professeur René Valls, commentant cette citation, ajoutait en 1953, dans une analyse qui remonte désormais à 70 ans, « Quoi de plus difficile, avant tout, que de savoir ce qu'on entend par poésie ?» Avant de répondre à cette interrogation salubre, il citait Paul Valéry lui-même. La poésie se forme ou se communique dans l'abandon le plus pur ou dans l'attente la plus profonde. Si on la prend comme objet d'étude, c'est dans l'être et fort peu dans ses environs qu'il faut regarder. Johann von Goethe, l'homme des Lumières et de la lumière, se promenait chaque jour dans la forêt qui, un siècle et demi plus tard, jouxterait le terrible camp nazi de Buchenwald. Au cours de ces promenades, Goethe ressent intuitivement et avec douleur la catastrophe hitlérienne qui est déjà contenue dans le double fantasme démesurément pastoral et nationaliste. Avec préscience, Goethe évoque l'espoir du retour qui fait suite au malheur, au bannissement et au tourment. Je le cite, « Et ceux qui du très haut la louange balbutie se retrouvent là-bas, cercle après cercle réunis. » La fonction du langage politique entre en jeu, particulièrement dans la mesure où, comme le rappelle Jean-Claude Milner, réveiller la mémoire impose de revenir au texte, mais moyennant un déplacement radical. La condition du poète est-elle de résider dans la demeure du temps, comme l'affirme Hugo von Hofmannsthal? Le poème ne crée-t-il pas un intervalle de mémoire précisément permis par le langage? L'Allemagne avant, pendant et après ses défaites, dans le cadre des deux conflits mondiaux du XXe siècle, symbolise la transformation dans la durée. Son penchant pour la poésie, la littérature ainsi que la musique et son attachement à la vie de l'esprit n'ont pu empêcher ni même imiter la barbarie sans équivalent qui s'est développée sur son territoire et à partir de son territoire. Ce qui semblait irréversible s'est néanmoins transformé en évitant la répétition. Qui dit répétition pense nécessairement à la musique et en particulier au jazz. Se pose ainsi avec le tranchant d'une réflexion insuffisamment aboutie à ce jour la question de savoir si composer après Auschwitz est barbare, et je modifie ici la formulation de Théodore Wiesengrund à Dortmund. L'improvisation n'est pas une forme de prise en compte dans le balbutiement que révèle l'onomatopée. Le langage fractionné, cette contre-langue, pour dire l'indicible, part à la recherche de l'autre qui entend. Paul Celan, dont les parents sont morts dans l'enfer concentrationnaire, assigne à cet égard une tâche précise au poème. C'est la suivante: créer un dialogue qui va d'un jeu vers un tu, un langage de proximité qui s'offre à l'autre. L'envahissement sonore représente l'une des attributions du ministère du Reich confiée à Goebbels durant la période totalitaire d'une durée de 12 ans allant de 1933 à 1945. Or,
poésie, face à ce chaos, a pour fonction d'exprimer la beauté mélodique du langage et une idéation riche, surprenante. La mesure, élément décisif de la versification ou de la prose, s'oppose à la démesure de la violence. En musique, la mesure est précisément l'espace où la mélodie rencontre le rythme en des noces surprenantes et mystérieuses. Dans le poème, le rythme est la régularisation plus ou moins absolue du mouvement, tandis que la violence, elle, nie toute retenue. La poésie est jouissance intérieure, tandis que la violence est destruction depuis l'extérieur. Tel est le contexte dans lequel intervient l'œuvre d'André Migdal, poète de la déportation. Voici 90 ans, à 2 mois près, au moment où nous parlons, 2 événements significatifs intervinrent directement liés à la montée de l'hitlérisme. Le premier, le gouvernement nazi supprima les libertés publiques en prenant prétexte de l'incendie criminel du Parlement à Berlin au cours de la nuit précédente, ou plutôt une nuit criminelle annonçait la nuit de la civilisation pendant plus de 12 ans. Deuxièmement, le départ en exil de Bertolt Brecht, dramaturge communiste, dont l'œuvre sera brûlée par les nazis. Les autodafés annoncent la tyrannie. On ne joue pas avec le totalitarisme et le fascisme parce qu'il s'agit de rouleaux compresseurs, c'est une leçon pour l'avenir. C'est face à ce mur inhumain et meurtrier que va se trouver le jeune André Migdal. Il est né le jour de l'été 1924 et cela fera 100 ans l'année prochaine. Il a quitté ce monde le 19 février 2007. J'écris un ouvrage sur sa poésie parce que je ne pouvais pas concevoir que cette œuvre reposant sur une souffrance sublimée par la fraternité ne soit pas mieux connue. Il naquit dans une famille de 11 enfants, fut arrêté à 16 ans, en 1941, par des policiers agissant sur les ordres du régime Pétain-Laval. Une dénonciation, je cite, comme communiste, provoqua son emprisonnement à la prison de la Santé, puis au sein de Seine-le-Fresne, avant son internement dans 3 camps successifs. Au printemps 1944, il fut déporté à Neuengamme, après avoir transité à Boréval. Il est aussi affecté un temps à la construction de la base sous-marine nazie Valentin, véritable tour de Babel, engloutie et dévoreuse de vie. Dans ce cauchemar, André Migdal a assumé, au sein de son existence de poète, la noble charge du mémorialiste. Il eut 20 ans sous les haillons rayés du déporté. Jusqu'à son dernier souffle, André Migdal, sur le bras duquel était gravé le matricule 30655, a consacré de nombreuses heures au témoignage auprès des jeunes et s'est intitulé lui-même « Professeur d'espoir ». C'est la raison pour laquelle la citation figurant en exergue du livre est issue du poème « La nuit » d'André Migdal. La voici. « Il n'y aura que le ciel entre nous et le deuil des fumées pour témoigner de notre histoire. » Fin de citation. Le rapport entre le statut d'ancien déporté et celui de poète a constitué un élément essentiel de son existence. Son refus absolu de l'oubli permet, grâce au langage poétique, le maintien d'un dialogue au-delà du temps avec ses camarades de déportation disparus. Leur absence cruelle se trouve partiellement comblée par un lien rendu ineffaçable parce que maintenu au sein des strophes. La survie du rescapé doit à la volonté de témoigner dans la durée. Elle tient également au choix, à la fois instinctif et réfléchi, de promouvoir le langage en un outil de restitution d'une réalité invivable, autant que comme un instrument de solidarité défiant les épreuves humaines. André Migdal s'attache ainsi à la description d'un geste à l'égard de son semblable épuisé ou promis à une mort imminente par les nazis. Il s'est évoqué un regard tourné vers la détresse infinie, constituant autant de signes d'une humanité à laquelle il croyait envers et contre tout. Cette attention portée aux autres situe sa poésie
au rang de la conservation de tous les instants de vie dérobés à l'incommensurable barbarie, signant l'essence même du nazisme. Sa maîtrise de la langue française apporte à son témoignage poétique la force de l'évocation. Je le cite, « À l'heure où tout semblait perdu, moi j'espérais encore. Mon corps était fourbu, mais ma pensée dehors. Dehors où le chaos infâme, broyé, sans pitié. Tout. Dehors où flambait toute l'humanité. » Fin de citation. André Migdal déploie non pas une contre-langue allemande, comme le fait Paul Celan, mais un français lumineux et généreux au service d'une mémoire invincible, dans et après la souffrance intolérable. Le poème La belle moisson, qui décrit le calvaire d'un père et d'un fils de déportés, dit en effet « La flamme de leurs yeux, le corps tout décharné, du lever au couchant, ils avaient un même sort. Ils avaient faim tous deux, et tous deux enchaînés, ils unissaient leur pas en unissant leur effort. » André Migdal insiste sur le ressenti intime, partagé même lorsqu'il est désespéré, comme le démontre le poème Au nom du Père, issu de Poésie d'un autre monde, son œuvre majeure. Je le cite, « Je regarde pour la dernière fois la vie en face. Ce sera ma dernière image avant de découvrir le peloton. Dernier visage, dernier courage, je vais être fusillé avec mon père. Ah, que ma vie est courte, mon père tremble un peu, je le sens à sa main. Je l'encourage à monter ce chemin. Il m'a donné la vie, l'Allemand nous la reprend le même jour, au même instant. » Seules les voix de l'ombre, portées par les récits ineffaçables des dramaturges, des écrivains et des poètes, parviennent jusqu'à nous. À ce titre, André Migdal affirme, par cette strophe superbe de simplicité vraie et d'authenticité sublimée par son art, qu'il est possible, qu'il est décent et même nécessaire d'écrire un poème après Auschwitz. Après avoir longé le gouffre, André Migdal relate ce qu'il nomme le sacrilège et rend compte avec justesse de chacune des parties du désastre, parce qu'il sait installer la vérité au cœur de chaque phrase, au sein de chaque vers. Encore ce dernier terme, vers, représente-t-il la versification et la destruction des corps, et contient-il exactement la double identité qui forge le combat, échapper à la mort et à l'anéantissement grâce à la vie et à la fraternité? Oui, car la vie et la fraternité sont une grâce. La poésie d'André Migdal, remarquable parce qu'elle sait magnifier l'existence, malgré et au cœur même de la boue repoussante où les exterminateurs nazis l'ont plongé avec ses camarades, nous emporte vers des hauteurs éthiques exceptionnelles. Comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'être humain, c'est celui qui porte en lui plus grand que lui. Il devenait pour moi urgent de faire connaître le message d'André Migdal, limpide comme l'eau pure qui coule sous le paisible règne minéral. Le voici ce message: l'amour est le cœur de la vie, mais le bourreau, animé par la haine et disposant du pouvoir de meurtre sur le champ, tente de toutes ses forces de rendre invivable le don de vivre qui nous a été donné. Dans le poème Le Gavroche juif, André Migdal affirme « Aucun homme ne vaut s'il ne donne à son prochain ». C'est pourquoi le poète veut remplacer la sollicitude fraternelle au sein de cette circonstance inouïe qui pousse le bourreau à contester et à détruire les fondements de la création. André Migdal refuse de ne pas se souvenir, mais prend acte de la puissance de l'action du tortionnaire en écrivant « On oublia les yeux des enfants, on oublia jusqu'à leur chant. » Mais dans la poésie, tout ne sombre pas, puisqu'il reste une possibilité d'articuler quelque chose. Cette phrase de Philippe Lamoule-Labarthe nous révèle que la versification s'adresse à ce que Georges Steiner désignait comme notre sens de gravité, dans ses différents sens de pesanteur, de profond sérieux et de compréhension. André Migdal emplit l'espace de nos méditations par ces mots décisifs. Je cite le poète: « La nuit, je refais mes voyages sur la route de mes souvenirs. Je retourne en captivité, en rage.
débutant « La fierté de mes malheurs, hymne de pardon à l'avenir des êtres, désormais mes nuits seront interminables. » Oui, interminables furent les années du crime hitlérien. Peut-on encore écrire un poème après Auschwitz? La question que pose Théodore Winkelried Adorno est le fruit de la douleur qu'il habite. Interdit d'enseignement en Allemagne, Adorno gagne New York en 1938 pour effectuer un projet de recherche sociologique sur le rôle de la radio. Ce qui est en jeu relève de l'utilisation de ce média, on dit alors ce moyen de communication, par les nazis. André Migdal lui-même décrit la sidération née de l'écoute des vociférations fascistes et antisémites dans son poème intitulé « Paris occupé ». Je le cite. « Ton cœur semblait en léthargie, tes doigts crispés sur la radio et les drapeaux qui s'enfonçaient inexorablement. » Or, le découvreur français des principes de la radioconduction, Édouard Branly, a l'espoir contraire, mais affirmé, qu'elle constitue, je cite, un instrument de paix et de rapprochement entre les peuples. Il n'en sera hélas rien. Dans la communion auditive irréfléchie et tyrannique qu'elle prétend instaurer, l'offensive de la brutalité radiodiffusée est radicalement étrangère à la poésie. Celle-ci, comme l'indique son étymologie, empruntée au grec poésis, a pour fonction de créer et de fabriquer, alors que le totalitarisme vise à détruire la vie, la raison et les biens pour y substituer la soumission. André Migdal est pour sa part pleinement poète, au sens où, je le cite, « Les témoignages appartiennent à l'histoire et les noms des camarades répandront leur soleil. » Adorno est un court moment tenté de déclarer pour l'avenir, je le cite, « la défaite de la poésie », ce qui serait reconnaître la disparition des fabricants et artisans que sont les poètes, mot dérivé du grec poiein, qui renvoie précisément à la manière noble et sincère d'agir. André Migdal refuse, pour sa part, l'abattement né du terrible bilan, en installant à chaque strophe une humanité davantage exigeante. Dans la noirceur absolue, l'espoir et la conscience d'exister surgissent, nullement inconvenant, exprimant cette nature humaine que le poète se contraint davantage qu'il se plaît à restituer. Écoutons-le. Flamme brûlante, individualité de corps, généralité du monde. La vie d'un être, substance imprévisible, la vie d'un être, cellule indivisible. Et il ajoute, dans le poème intitulé Hambourg 44, « La nuit s'est faite jour dans mon corps épuisé. » Chez André Migdal, le poète, je cite, marche parmi les sentinelles, y compris lorsque ses propres yeux n'avaient plus d'étincelles. Chez lui, le poème commémore, tandis que chaque déporté se retrouve seul au milieu d'une foule qui grouille, obéissant aux ordres dans ce désordre. Pour que, dans la terrible atteinte totalitaire et exterminatrice, je le cite à nouveau, ces mots ne soient pas anéantis, André Migdal martèle, le paysage aussi était un ennemi, car l'horizon fumait sa poussière de vie. Le poète exige que la mémoire soit un outil creusant le passé pour construire l'avenir. La poésie devient elle-même effort de préservation parce que, selon les mots du professeur Valls, elle est langage, rythme et sonorité. Le poète est toujours un pionnier de l'absolu, portant une musique de sons articulés. Ainsi, André Migdal répond-il à la question d'Adorno sur la possibilité d'exprimer l'humain après Auschwitz. Sa poésie, concise et parfois volontairement imprécise, permet de mieux rendre compte de la réalité en permettant que rien n'en diminue ni n'en altère la restitution porteuse d'effroi. Le poète se fait ainsi chantre des déportés. Et pour conclure cette amicale disputation avec Adorno, je cite André Migdal dans son poème intitulé « L'hermine, les robes rouges et mes 16 ans ». À travers les barreaux, à travers les bourreaux, ma parole demeure. Si, dans ses chroniques de la base, il a pu écrire « Ma mémoire
ne représente que quelques instants découpés entre chair et barbelés électrifiés, il pourra affirmer, une fois la libération des camps intervenue, « Alors seulement j'ai compris que le temps du mépris était vaincu. » Mais immédiatement après, il fixe l'horreur dans son poème intitulé « Sur la route du commando ». Il y avait les wagons, les soldats et aussi les cadavres. Tous les jours, un peu plus amaigris, nous prenions ce chemin